I'm with today, to my excitement and surprise, my old friend Nigel Topping, who is nowadays the United Nations High-Level Climate Action Champion, which basically means he's trying to pull together COP26. So, Nigel, you've been doing an extraordinary amount of work in the last few months, getting the message over. And as I said a minute ago, fantastic work, by the way. The message is really cutting through. I want to talk to you about a couple of issues that you're seeing and how you see it. I want to talk about first all these 2030 targets. We've had quelques sujets de tous ces objectifs de 2023. Nous avons vraiment une période très intéressante avec des engagements des principales économies pour 2030, non pas pour 2050. Alors, comment est-ce que vous voyez cela? Comment est-ce que ça va se développer? Je pense que nous avons vraiment passé un sommet, disons, dans notre courbe et nous voyons les investisseurs, les principales économies, investisseurs s'intéresser à cela et être d'accord qu'il nous faut vraiment aller plus vite pour aligner tous les objectifs pour pouvoir faire vraiment un changement dans la situation. Et nous avons déjà vu avec clarté l'effet de chaque degré par année. Mais ces derniers 18 mois, ça a vraiment fait un grand changement. Je pense que ces derniers 6 mois, c'est que nous avons vu les gens dire oui, d'accord, on va avoir la neutralité en 2040, 2050, mais quelle est la priorité pour les prochains 5 ou 10 ans? Et aucun CEO ou préfet ou maire ne sera là, disons, à son poste en 2030 et qui pourra repousser ses délais pour plus tard. Alors, je pense qu'il y a une réalisation croissante du format, du changement secteur par secteur qui sera de plus en plus grand. Et ce n'est pas une question de suivre les signes ou de faire la chose correcte, mais c'est vraiment maintenant une question de compétition parce que ce sont des transitions compliquées pour les secteurs, mais quand ils commencent à faire cette transition, les secteurs commenceront à courir et à participer de la course. Ils vont de plus en plus vite. Si vous vous souvenez, il y a 10 ans, quand on s'est rencontrés, on pensait à l'idée de promouvoir justement les obligations vertes. Et depuis lors, l'élan qu'on a pris depuis les premiers pas jusqu'à maintenant, c'est incroyable. Vraiment, c'est mondial maintenant. C'est une courbe exponentielle et ça va continuer de grimper. Et ça a commencé petit, mais maintenant, c'est vraiment le monde des obligations est énorme. Alors, ça devient de plus en plus une question de compétitivité et de rester vivant dans cette course vers le vert et la durabilité. Quelles sont justement les questions liées, les points importants du green market? Justement, c'est comprendre les risques et ce que nous voyons, c'est qu'il y a on émet une obligation verte, il faut rester à l'avant-garde de la courbe. Et justement, et nous avons les obligations classiques qui sont là également. Alors, on essaie de donner des affaires qui soient sécurisées pour les investisseurs. Et c'est en fait cela, on traite le marché d'offrir des obligations vertes qui soient sécurisées. Quand on voit les transitions, où pensez-vous que les choses sont en train, vraiment, les plus importantes sont en train de se passer? Qu'est-ce que vous pensez à propos de cette vitesse de changement? Les clients sont en train de revoir leur histoire de transformation et il faut être conscient des suspects normaux pour les prévisions du futur. Et nous avons déjà un scénario normatif qui est déjà très utile et c'est ce que le monde essaie de faire, de créer ces cadres normatifs pour pouvoir investir. Et ils ont été dans les finances traditionnelles
ils ont reçu vraiment un mauvais coup. De tous les ans, on augmente chaque fois plus le consensus de ce qu'on va vouloir atteindre vers 2040. Tous les labels sont sur cela et Mercedes a annoncé ses objectifs pour 2030 et maintenant les grandes entreprises commencent à anticiper leurs objectifs. Tous sont très conscients du caractère exponentiel des changements et quand nous pensons aux énergies renouvelables, surtout dans le transport, cela change très rapidement et nous serons surpris par la rapidité de ce changement. Nous devons penser à d'autres industries également, comme par exemple les aciéries qui, il y a 2 ou 3 ans, par exemple, disaient oui, oui, d'accord, on va changer quand ce sera le bon moment. Maintenant, elles vont être obligées de faire ce changement parce que le marché l'exige. Et alors, on ne peut pas dicter ce rythme. C'est le propre marché qui se charge de dicter ce rythme. L'année dernière, en Suède, il y a eu un grand investissement de 5 millions de tonnes d'acier vert, pour ainsi dire, ou basé sur des obligations vertes. Et en fait, c'est une réalité. Le ciment également. Nous avons beaucoup de changements dans le transport, dans l'aviation également. Nous voyons ces changements. C'est la décennie pour développer ces technologies qui vont nous permettre de parvenir à atteindre nos objectifs et également créer l'échelle commerciale qui nous permettra d'atteindre vraiment nos objectifs. En fait, c'est une bonne astuce, c'est une bonne idée à donner aux gens. Il nous faut faire attention aux grandes entreprises et aux pays qui sont en train de miser sur ces changements. Quand nous parlons justement à quel point nous avons besoin de l'appui de gouvernements et de régulateurs et de banques internationales. Est-ce que vous pensez que cet appui s'élargit? Oui, c'est facile de dire qu'il nous faut bouger plus vite et nous n'avons que deux façons de faire des progrès, soit aller trop lentement ou soit aller trop vite. Ce que nous faisons dans cette course vers le vert, le race to zero, la course vers le zéro, toutes les grands travaux qui sont faits, toutes les grandes choses qui sont faites avec d'autres entités, ce que nous essayons de faire, c'est de travailler quand on a un objectif normatif. Tout le monde se dirige vers cet objectif normatif. Et nous avons, par exemple, fait un énorme travail par rapport au transport depuis 2 ans, où il y a beaucoup de possibilités de collaboration pour atteindre cet objectif de zéro net en atteignant toutes les parties prenantes. Et ce que nous avons fait pour arriver à un accord sur cet objectif, nous sommes arrivés à l'idée qu'il nous fallait réduire 5% dans les transports maritimes internationaux, par exemple, et il nous fallait atteindre cet objectif. En fait, nous avons adopté des mesures normatives qui nous mèneraient justement à cet objectif de zéro net jusqu'à 2040. Nous avons créé des entreprises, des investisseurs, des entreprises de technologie qui ont tous travaillé dans ce même sens. Et le secteur public, le secteur d'innovation lié au gouvernement a travaillé également dans ce même objectif. Les risques sont les mêmes pour tous, mais cela augmente notre capacité de parvenir à notre objectif plus rapidement. Et quand nous nous efforçons ensemble, les résultats sont fantastiques. Une chose qui me paraît plus différente par rapport à cela, c'est que nous voyons comment les gouvernements appuient justement leur secteur productif. Et c'est une chose, c'est parler sur ce qui peut être fait.
Et une autre chose, c'est vraiment mettre la main à la pâte et prendre des engagements pour appuyer l'innovation et la transition. Est-ce que c'est ce que nous devons voir? Oui. Nous avons commencé à voir des grands pas dans ce sens, des grandes mesures. Et je pense que c'est une leçon que nous pouvons partager et nous espérons que les autres pays feront de même. Nous avons vu ce qui s'est passé en Allemagne, qui est devenue plus verte et qui a augmenté beaucoup la demande. Nous allons voir quel va être le prochain pas. Et nous avons la Chine. Et également, nous avons l'histoire des panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques dont les prix ont chuté. Nous allons voir ce qui se passe maintenant par rapport avec l'hydrogène. Si nous parvenons à réduire le coût de l'hydrogène d'une façon énorme, ça va avoir des impacts sur l'aviation, sur les aciéries, surtout. Oui, ça fait partie justement dont nous avons parlé. Ce que nous voulons, c'est maintenir ce focus sur ces objectifs intermédiaires. Et c'est, disons, nous avons cet objectif intermédiaire de $2 par kilo jusqu'à 2026. Et en fait, nous avons déjà des options qui cherchent à réduire ce prix à $1, $1,50 jusqu'à 2030. Et je pense que c'est quelque chose de sensationnel. L'hydrogène, ça va se répandre d'une façon incroyable. Bien sûr qu'il y a un coût additionnel qui va bientôt être également réduit. Je n'ai aucun doute sur ce parcours à être suivi par l'hydrogène. Et il y a beaucoup d'investissements justement dans ce sens. Le Chili s'en est rendu compte, l'Australie a fait des investissements géants en Occident et je crois que tout indique que jusqu'à 2050, de 10 à 20% de la demande mondiale d'énergie sera satisfaite par l'hydrogène. Il nous faut donc travailler pour électrifier nos économies et nos pays. Et le secteur également des transports et de la Syrie seront affectés. C'est vraiment enthousiasmant dans ce que vous dites, parce qu'on peut presque sentir tout cela se développer. Alors, c'est presque incroyable. On est presque en train de vivre cela. La pandémie a accéléré ça. La pandémie, j'ai eu des réunions l'année dernière face à face quand j'ai accepté ce poste. Tout a commencé à être virtuel et nous avons vu comment tout a été accéléré. Tout le monde a été très surpris par ce qui s'est passé l'année dernière, non seulement à cause de la pandémie, beaucoup de choses se sont accélérées à cause de la pandémie, mais nous avons pensé qu'il y aurait une réduction des engagements et ce n'est pas ce qui s'est passé. Oui, bien sûr, la pandémie a été et continue d'être terrible dans plusieurs parties du monde, mais c'est lié également à la dégradation des conditions et c'est lié à ce besoin d'augmenter la résilience à ce changement. Alors, il s'agit de parler de résilience économique, de pression sociale. Je voudrais savoir si les gens ont bien compris cela et si elles savent assez à propos de ça. Non, je dirais que non. Par exemple, nous avons cette structure générale de l'accord de Paris qui parle d'atténuation, d'adaptation, mais la question de la résilience n'a pas été très bien comprise. C'est intéressant, nous travaillons beaucoup du point de vue de la résilience et ça a été le point central de notre travail, principalement cette année, mais parfois, je crois que la principale question, c'est la résilience en fait. La mitigation, l'atténuation est un des chemins pour parvenir à la résilience. Par exemple,
Il nous faut penser à la résilience de la vie humaine, des économies, des moyens de subsistance. Et c'est ça que les gouvernements doivent faire. Il faut parvenir au zéro net le plus vite possible, mais il faut faire tout le reste qui soit nécessaire pour avoir une transition plus juste et travailler dans ce sens, qu'elle soit le plus juste possible. Et il nous faut penser également en solidarité mondiale un peu plus. La pandémie a augmenté cette sensation d'avoir besoin d'une solidarité plus mondiale et il nous faut penser à comment reconstruire d'une façon plus verte. Et il nous faut penser également, bien sûr, au vaccin qui est encore très retardé dans beaucoup de pays du monde. Et il y a beaucoup d'inégalités par rapport à la couverture et aux impacts des programmes d'atténuation et de résilience. Au fur et à mesure que nous aurons des idées plus claires sur cette transition et les mesures de mitigation, nous pourrons parler un peu plus d'égalité, de résilience et de solidarité. C'est un point très intéressant et il faut voir comment nous allons survivre à ces crises qui sont liées au changement climatique et comment cela peut augmenter la solidarité et la résilience mondiale. Un dernier point, je sais que vous avez déjà un engagement, les possibilités pour cette transition. Nous avons vu les présentations qui ont été développées cette année. Tout a été assez clair. Le fait que les grandes économies commencent à travailler ensemble avec des objectifs similaires et cela paraît avoir ouvert une fenêtre ouverte de collaboration dans le commerce, dans le combat aux émissions, etc. Bien sûr que nous n'allons pas cesser de concourir les uns avec les autres. Il nous faut avoir plus de collaboration pour préserver cette solidarité. Je crois que nous pouvons apprendre avec les secteurs qui ont fait une transition très rapide, comme par exemple l'industrie de la technologie, qui a migré cela d'une façon très facile. Et dans l'industrie de haute technologie également, on a vu un accord, on dirait, il y a quelques années, justement pendant d'être la 6e génération. Il y a donc une concurrence, mais il y a aussi une approche un peu plus mûre, je dirais, par rapport à la collaboration. En fait, nous avons toujours eu cela dans l'histoire humaine, de grands exemples de collaboration et en certains domaines. Et je crois qu'il y a un mythe qu'il s'agit seulement de compétition, de concurrence. Je crois que la solidarité sera dans le radar de tout le monde. Nous avons besoin de collaboration pour parvenir à cet objectif zéro net. Il nous faut penser à la collaboration pour mobiliser le financement dans les marchés émergents. Ça, c'est très important parce qu'en fait, les économies avancées sont parvenues à se développer grâce aux combustibles fossiles. Mais les économies émergentes n'ont pas cette possibilité. Alors, il leur faut penser à une plus grande coopération. Un moment après guerre, dans ce moment de chaos économique, nous avons vu cette inégalité, cette injustice dans les impacts. Comme nous avons vu se passer l'année dernière, nous avons eu ces réponses de reconstruction, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale et après de ce moment d'union, nous sommes parvenus à un moment où chacun voulait se bénéficier le plus vite possible, voulait tirer le tapis de sous les pieds des autres. Ensuite, dans une grande crise comme celle que nous passons maintenant, il nous faut revenir à cet abordage plus collaboratif pour augmenter la base et non pas seulement penser à la concurrence. Je crois que dans les prochaines années, nous allons nous acheminer dans cette direction. Ce sera un peu comme un nouveau plan Marshall. Et je crois que ça va dicter le format du monde dans les prochaines 20 ans.
On va voir si on peut mettre en pratique cette solidarité ou pas. C'est fantastique. On va penser justement comment nous pouvons adopter cette conduite que nous avons eue à l'époque. Merci beaucoup pour avoir été avec nous aujourd'hui. Je veux vous souhaiter toute la chance du monde et de tout le succès du monde dans cette mission pour créer un nouvel ordre mondial, tel que nous avons eu l'après-guerre dans les ans 50. Merci beaucoup, Sean. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. C'est une opposition qui est un énorme privilège pour moi. J'ai jamais eu un travail comme cela dans ma vie. Je travaille avec des gens fantastiques, y compris vous et vos collègues qui nous avez beaucoup aidés. Je pense. Quand est-ce que vous allez mettre un benchmark pour les obligations? Je crois que dans les prochains 12 mois, nous aurons quelque chose de fantastique à lancer. Merci beaucoup. Je vais attendre. Merci beaucoup, Nigel. Et on se voit bientôt à la prochaine séance. Merci.